j'ai 17 ans, je vais en cours, il m'est arrivé de faire des journées, j'étais mieux payé que les profs, quoi, mais ça durait 3 jours et puis après c'était moins bon, quoi. En fait, qu'est-ce qui t'empêche là maintenant de te dire, ok, bah ma landing page, je vais travailler 1 heure sur la structure, je vais faire une bonne structure, je vais travailler un peu le copywriting 1 heure en plus, et puis après j'envoie un designer qui me fait ma landing page. Si la personne a fait la demande à 18h, mais qu'en fait elle a reçu un message WhatsApp à 18h15 ou alors il y a 18h25, elle doit aller chercher sa fille à la crèche par exemple. En fait, à 18h30, tu l'as perdu. Salut Thibaut, Salut salut Maxime. bienvenue dans le podcast In Progress. Je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui. Thibaut Boloronus, je me permets de te présenter pour commencer. Thibaut, tu es cofondateur de l'agence HeroScale, agence spécialisée dans l'acquisition client par publicité digitale. Tu es originaire d'Alsace, tu es arrivé en Suisse il y a quoi, 1 an, 2 ans? Ouais, un peu plus d'1 an maintenant. Un peu plus d'1 an. À 17 ans, tu fais tes premières ventes en e-commerce. Je me réjouis que tu m'expliques comment on fait ses premières ventes à 17 ans en e-commerce. Tu te formes ensuite en autodidacte à Meta Ads, Google Ads. Tu échoues, tu recommences, tu expérimentes. Aujourd'hui, 24 ans, c'est juste. Tu accompagnes tes clients à générer des leads grâce à des stratégies innovantes comme des quiz funnel ou les challenges 5 jours, par exemple. Est-ce que j'oublie quelque chose pour te présenter brièvement? Non, c'était relativement simple, je pense. Ouais, je pense que c'était tout bon. Magnifique. Trop bien. Comme j'ai dit avant, merci d'être là aujourd'hui, ça me fait plaisir. Pour commencer, j'aimerais peut-être juste faire un clin d'œil parce que du coup, on s'est... voilà, tu n'as pas grandi en Suisse, ni dans le canton de Fribourg. Nous, on s'est rencontrés exclusivement grâce aux réseaux sociaux. On a eu l'occasion d'échanger un café. C'est la 2e fois qu'on se voit du coup. Et donc, du coup, trop bien. Ça me fait hyper plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Plaisir Donc, partagé, voilà. merci. Peut-être pour commencer, juste un petit peu pour reprendre rapidement ton parcours, de où tu es parti justement à pourquoi tu t'es lancé dans le e-commerce, comment tu es arrivé en Suisse, peut-être juste un petit peu pour qu'on ait un petit peu une mise en situation. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer rapidement qu'est-ce qui s'est passé entre tes 15 ans à aujourd'hui? Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant, c'est une rétrospective qu'on fait jamais. Concrètement, un étudiant qui veut faire plein d'argent, qui se rend compte qu'il est bloqué dans le système scolaire et qui se dit, qui voit plein de trucs tourner sur les réseaux et puis qui se dit, moi aussi, je veux en faire partie. Donc, c'est un peu ça, hein, la motivation de base, avec ce besoin, en fait, de pas manquer, en fait, juste d'être libre, de pas être cantonné forcément à la vie qu'on peut connaître, qui est qu'en fait, finalement, on travaille beaucoup plus en étant entrepreneur, mais qui est qu'en fait, voilà, le 9-17, les choses comme ça, moi, c'est des choses qui m'ont toujours un peu angoissé. Et puis, je me voyais pas vraiment dans cette voie-là, donc il me fallait me trouver un moyen de générer mon propre argent et avoir une gestion de mon temps qui soit comme je l'entends, entre guillemets. Et puis s'ensuit par la suite plein de petites choses qui font que petit à petit, tu as envie de monter une équipe, tu as envie de faire quelque chose de plus sympa, tu as envie de fédérer du monde, tu as envie de faire des choses step by step, quoi, petites étapes. Moi, j'ai connu un peu différemment, je présume, mais moi, j'avais un peu l'entreprise, on va dire, traditionnelle que j'ai lancée jeune. Puis à côté de ça, j'étais aussi full effet brillant, e-commerce, dropshipping, bref, je les ai tous testés. Pas que des réussites. Est-ce que, du coup, il y avait un peu comment je t'ai présenté, tu fais tes premiers sous en e-commerce à 17 ans. Il y a eu, je pense, le jour où tu as reçu le premier euro Les sur ton premières ventes, compte. ouais, c'est clair. Tu peux nous raconter un petit peu juste cette épopée, comment on passe de ce rêve un petit peu, je présume, réseaux sociaux, à dire, OK, en fait, je me mets en action et puis je fais un truc qui... Ouais, moi, ça serait mentir, hein, de dire que l'e-commerce a été la phase la plus glorieuse pour moi financièrement. Ouais. Non, ça a plus été des échecs et beaucoup d'apprentissage. Par contre, en effet, les premières ventes, ça fait un truc de ouf. Ouais. On se sent invincible et puis on se dit, j'ai 17 ans, je vais en cours, il m'est arrivé de faire des journées, j'étais mieux payé que les profs, quoi, mais ça durait 3 jours et puis après c'était moins bon, quoi. Mais du coup, ouais, il y a des trucs où on se dit, OK, il y a un déclic en fait qui se crée, qui se dit, OK, en fait, on n'est pas... je peux être libre, en fait. Je peux faire mon truc et je peux aller
c'est qu'une question de barrière limite, en tout cas, dans sa tête, qu'on s'instaure. Moi, j'avais eu je parle de déclic. Je trouve que c'est très bien ce que tu es en train de dire parce que moi, j'ai aussi fait un peu des sous online. Pas pas grâce au dropshipping ou ce genre de choses, mais grâce à à ce qu'on appelle du KDP, donc Kindle Amazon, donc la vente de livres sur Amazon. Et je me souviendrai, je crois, toujours mon premier livre, je vois exactement la couverture, c'est un livre de recettes de cuisine, pour tout dire. Les premiers 5 euros Récolter. ouais, de récolter par un outil digital, par du e-commerce en étant en dormant la nuit. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et c'est alors exactement comme toi. J'ai eu ma petite pique. Ensuite, ça s'est calmé. Puis voilà, aujourd'hui, enfin, c'est anecdotique, on va dire, comme revenu. Mais la sensation de se dire, OK, en fait, je peux mettre le pied dans un truc qui peut fonctionner. Ça peut marcher. Et ça, c'était, ouais, OK. Ouais, c'est clair. Ouais, puis il y a eu plein de trucs essayés. Il y a eu du Amazon FBA. Ah ouais, Il y a eu OK. il y a eu beaucoup d'objets brillants. Bah, quand on a cet âge-là, on voit plein de C'est trucs. Et incroyable. puis on se dit, on teste ça. Et puis ensuite, on lance une boutique. Et puis on se dit, allez, là, je suis sur Meta. Ouais, je vais tester un peu de Google Ads. Ah, ouais, Pinterest, ça a l'air incroyable. Je vais lancer des pubs sur Pinterest. C'est vraiment, c'était un peu une zone de test, en fait. Je pense qu'il fallait passer, qui n'a pas été la plus smart, parce que c'est ma foi, si j'avais peut-être focus sur quelque chose de différent et rester focus sur une seule chose, je pense que je serais bien plus loin Moi, aujourd'hui, mais j'y arrive. Enfin, maintenant, j'y arrive mieux parce que voilà, j'ai focus sur la boîte, mais j'y arrivais. Non, mais en e-commerce, j'arrive pas. moi non plus, globalement. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui me très bien, tu vois, d'en relancer un Maintenant, sous forme de ouais, ouais, marque, ouais, ouais, à fond. avec des Oui, mais vrais voilà, produits sous forme de marque, européens, sous forme de ouais. créer vraiment quelque chose. Ouais, c'est une petite idée qui me trotte, et ça viendra peut-être. Mais non, ouais, mais effectivement, moi, ah mon Dieu, ce syndrome de L'objet brillant, ouais. ouais, Ouais, terrible, quoi, de tester un truc, de le lâcher, de retester. Et, et aujourd'hui, j'ai encore pas testé la formation en ligne. Je cache pas que c'est un truc qui m'attire. c'est marrant, ça, on peut en parler. Mais c'est un truc qui m'attire beaucoup. Oui, parce que j'ai vu que tu organisais des 5-day challenge. On discutera aussi de toutes ces stratégies marketing. Parce que moi, si tu veux, aussi, pour mettre le cadre, on s'est rencontrés, mais on a des passions communes. Et je pense que ça va s'entendre à travers ce podcast. C'est que moi, je suis passionné d'entrepreneuriat avec une double casquette. La casquette, on va dire, traditionnelle de par mon entreprise, mais aussi, toute cette innovation, toute cette numérisation, tout ce digital, tout ce qui se passe aujourd'hui qui est complètement dingue et qui est en accélération constante. Et toi, tu es en plein dedans. Ouais, Donc ouais, voilà. non, c'est clair. C'est clair. Magnifique. Tu disais aussi dans le petit questionnaire que nous a laissé que du coup, ouais, tu étais à la recherche un petit peu. L'école, c'était pas forcément ton truc. Tu es jeune, tu as 17 ans. Et puis toi, tu parles souvent de foncer, enfin, entre guillemets, d'y aller et puis de se dire, se pose pas trop de questions. Ça vient d'où chez toi, cette Ouais, manière d'être, on va dire? je pense que ça vient du jeune homme qui a encore en moi qui se dit One Life. Ce mot-là, il reste beaucoup. Et après peut-être qu'avec le temps, j'ai réussi à bien gérer le mot One Life qui peut partir souvent un peu dans tous les sens. Ouais. Mais je pense que c'est aussi surtout, moi, je me suis beaucoup formé aux US sur tout ce qui est tunnel de vente, etc. J'ai beaucoup regardé, je consomme quasiment que du contenu US. Et en fait, à mon avis, c'est vraiment eux qui pour le coup, on le voit, hein, ils drivent clairement le marché. Ils sont au-dessus de tout le monde d'un point de vue marketing sur beaucoup de points. Attention, le marketing est très différent aux US par rapport à l'univers francophone. Mais voilà, ce côté US de j'y vais, je teste, je lance, tout bête, mais là, on a lancé des pubs en une journée, même pas, en 2 heures, on a lancé des pubs. J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé en format selfie, je lance des pubs, et puis le lendemain, les premiers contacts tombent, et puis on peut pitcher nos offres pour voir si l'offre, elle prend aux yeux de l'audience ou pas. Donc en fait, il y a cet aspect rapidité d'exécution qui, pour moi, aujourd'hui, être perfectionniste, c'est très bien pour les grandes entreprises. C'est important parce qu'il faut tenir une image, etc. Mais celui qui gagne sur des boîtes, des PME, etc., c'est vraiment ceux qui vont massivement dans le marché. Et sans être même les meilleurs, on en voit sur le marché, ils sont diffusés partout, ils
ils sont omniprésents. Dans tous les marchés, il y en a des comme ça. Et puis en fait, vu qu'ils vont sur le marché, ils y vont, ils foncent et ils se posent pas de questions, ils ont des bien meilleurs résultats que nous. Alors qu'ils sont bien moins bons sur le terrain. Et ça, on le sait avec des retours clients de personnes qu'on avait récupérées, qui venaient travailler avec eux, par exemple. Donc, C'est un aspect que tu es en train d'expliquer, moi, qui encore aujourd'hui, j'avoue que j'ai de la peine à me positionner là-dessus. Parce que, alors, il y a une partie de moi qui est 100% convaincue qu'effectivement, on a 10-15 ans de retard en marketing et tout ça. Enfin, la notion de tunnel de vente chez nous en Suisse romande, c'est une nouveauté alors que ça existe depuis 20 ans, tu vois. Et la notion de marketing, longtemps j'ai cru que c'était un marketing francophone, mais il y a encore une distinction à faire entre francophonie et Suisse bien romande, sûr. Non, typiquement. ça c'est vrai, tu as raison, l'audience, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que pour avoir suivi aussi un petit peu ces stratégies, un peu à l'américaine, un peu bourrin, un peu rentre-dedans, un peu contre-intuitif pour des gens éduqués, on va dire, à faire les choses bien propres. Mais à contrario, c'est vrai que des fois, on attend 6 mois à faire la pub parfaite, alors qu'en fait, elle marchera pas. C'est 6 Et mois puis, en fait, perdus, on teste même pas, quoi. c'est clair. Et puis c'est 6 mois de staff, d'équipe payée, du commercial qui est payé. En fait, au final, ça te coûte mais beaucoup, beaucoup plus cher que d'avoir lancé juste rapidement. Mais en fait, je pense que moi, je le vois vraiment en plusieurs étapes, c'est-à-dire la phase de test. Je la vois vraiment. OK, on fait ce qu'on appelle un go-to-market. On va sur le marché, on va tester nos idées avec une offre qu'on balance comme ça en pub pour voir si l'offre, elle prend, etc. Et par la suite, après, une fois qu'on a validé tout ça, on fait quelque chose de clean, quelque chose de propre. L'idée en fait, derrière tout ça, c'est pas, c'est pas de foncer tête baissée sans réfléchir. L'idée, c'est plus de se dire, on fonce pour tester l'idée. Une fois qu'elle est validée, on l'optimise et on fait les choses bien et au moins on sait qu'on n'a pas perdu d'argent à tout optimiser et tout faire bien. Et après, 6 mois après, on se rend compte qu'en fait, non, ce qu'on a proposé, c'est pas bon du tout et il faut revenir au point zéro, quoi. Et quel conseil tu pourrais donner parce que franchement, moi, je suis confronté à ça, je pense, tous les jours. Je trouve que c'est facile à dire, mais c'est extrêmement dur à mettre en place et à accepter. Même nous, on essaye. On a des landings à sortir depuis 20 quelques temps et tout ça. Et on sent qu'il y a ce truc perfectionnisme à la Suisse, très ancré dans notre ADN. Pas qui bloque, mais moi, par exemple, le minimum product viable, c'est un truc que j'ai beaucoup de peine à mettre en place. Tester une idée en 3 jours et me dire, OK, lundi, je m'enferme, mercredi, la tester. Mais quel conseil tu pourrais donner justement pour en fait, y aller sans trop de perfectionnisme et en mode tester rapidement? Je pense que c'est une question de barrière limitante pour moi. Okay. Parce qu'en fait, en fait, qu'est-ce qui t'empêche là maintenant de te dire, OK, ma landing page, je vais travailler 1 heure sur la structure, je vais faire une bonne structure, je vais travailler un peu le copywriting 1 heure en plus, et puis après, j'envoie un designer qui me fait ma landing page, quitte à même pas passer par quelqu'un de ton équipe, tu vois, quitte à passer par un externe, au moins tu es sûr que tu as payé de ta poche et du coup, ça a de l'impact, tu vois. Mais je pense que c'est plus une question de se faire mal à soi-même et de se dire, OK, maintenant j'avance, comme quand on teste une offre et puis on se dit, OK, comment je peux être sûr que cette offre va plaire ou pas? Et en fait, liste 100 personnes, appelle-les et regarde si ça leur plaît ou pas, tu vois. Et en fait, moi, c'est plus ça, pareil, sur de la pub. Ouais, t'as 100% raison. Nous, on a testé des offres dernièrement avec on a écouté le marché, mais de manière un peu biaisée, dans le sens que nous-mêmes, on pensait avoir l'offre parfaite. Et puis, effectivement, une fois que tu es confronté au marché, tu te rends compte que c'est pas tout à fait ce qu'il attendait ou c'est un peu différemment. Puis, en fait, tu as passé des mois à développer. Peut-être juste pour que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, de quoi on est en train de parler là, depuis 5 minutes. La notion de tunnel de vente, de funnel, il y a une partie publicité qu'on retrouve sur les réseaux, qu'on retrouve sur Meta, Facebook, Instagram, Google, etc. Selon les publics cibles, selon qui on veut viser, ces pubs, ce qu'on est en train de discuter maintenant, c'est que toi, justement, c'est tester vite, allez-y, mettez-les en avant. Ces pubs ont un objectif souvent, c'est de faire cliquer ou d'amener... créer un point de contact. Voilà, créer un point de contact qui amène vers un site internet, parce qu'au final, c'est tunnel de vente. C'est un peu optimisé pour qu'il y ait personne qui puisse en sortir. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Donc, c'est un site internet un petit peu optimisé avec pas trop de menus cliquables et tout ça.
une page avec des arguments qui mettent en avant Exactement, ouais. le pourquoi, le comment, les références, etc. Et derrière, justement, qui sont censés amener vers une action finale qui va être la prise de contact, par exemple, ou l'enregistrement d'un formulaire, enfin, entre guillemets, pour générer du lead. Voilà. Donc toi, c'est exactement ce que tu fais avec HeroScale, c'est ce que tu mets en place, cet écosystème-là. Du coup, c'est hyper intéressant, quoi. Puis souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est ajouter des vidéos, présentations du service qui est fait. Donc, ça s'appelle des tunnels de vente VSL pour Video Sales Letter, donc vidéo de vente. En fait, ça rajoute beaucoup d'humains. L'idée derrière tout ça, c'est juste que l'humain explique sa solution en réalité. On est sur des marchés qui sont de plus en plus saturés, sur beaucoup de secteurs. Notamment là, dans le secteur de l'agence marketing, par exemple, des agences, il y en a beaucoup qui font de la pub, il y en a beaucoup qui savent faire de la pub, etc. Mais en fait, c'est celui qui va le plus le démarquer, c'est celui qui se met le plus en avant, mais d'un point de vue avec les bons messages, avec les bons bénéfices qui sont reliés derrière, les bons axes marketing qui sont ciblés, les bonnes créatives publicitaires. Parce qu'à force, en fait, c'est tout un bassin de créatifs qu'il faut créer pour aller se dire, OK, tel angle a fonctionné, tel angle n'a pas fonctionné. Enfin, tout ce test, en fait, qui va faire les résultats à la fin. Et ce côté humain, aujourd'hui, est celui qui prime le plus, humain et honnête, celui qui prime le plus. Donc, il y a toujours, on balance toujours un peu de bénéfices, un peu de trust, etc., de confiance là-dedans. Mais l'idée de la vidéo, moi, j'aime beaucoup parce qu'elle permet de créer de l'humain. Alors qu'une landing page, tout le monde peut la faire en 2 heures, et puis balancer une promesse un peu bateau, etc. Mais là, Mais comme une vidéo, moi j'ai fait une VSL, mais qui m'a pris un temps infini parce qu'on a encore mis du motion et tout ça dedans. Après, tu te poses plein de questions. Est-ce qu'elle est trop longue? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle est bien assez rythmée? Pas assez rythmée? Enfin, c'est après, tu rentres dans des... Parce que, évidemment, ce qu'il faut dire à tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est que déjà, ça nécessite tout un lot de compétences différentes sur le chemin, juste pour la création et la mise en place. Mais qu'en fait, le but du jeu de tout ça, c'est de tester. Enfin, le but du jeu de tout ça, c'est bien comprendre qu'il y a les ads, enfin les publicités devant. On ne parle pas d'une publicité, on parle d'un lot. Donc, je ne sais pas, toi, en général, combien vous en recommandez d'en faire Ça dépend. La plupart du temps, ce qu'on recommande, c'est sélectionner tous les problématiques du client type. On sélectionne toutes et on en fait une vidéo sur chaque, 1 ou 3 vidéos sur chaque. Idem sur, par exemple, leur désir. Parce qu'on a le problème, on a l'inverse avec le désir. Et puis en fait, ça va derrière nous permettre on balance tout dans le compte pub, et on voit ce qui ressort d'un point de vue marché. Parce que le marché nous et après, tu t'amplifies. On duplique ce qui fonctionne et on cut ce qui marche pas. Je pense que c'est la meilleure façon de tester rapidement, quoi. Ouais, donc encore une fois, pour que les gens nous écoutent, comprennent bien, donc il y a un lot de publicités, on va dire 10 publicités. Sur les 10, après X temps, il y en a 3 qui sont en vert, 2 qui sont en jaune, 2 qui sont en rouge. On enlève celles qui sont en rouge, on essaie de faire monter encore un peu celles qui sont en jaune vers du vert, et on essaie de remplacer jusqu'à trouver, entre guillemets, une formule ou quelque chose qui fait que, OK, ces créatives-là, quand on parle des créatives, on parle de publicité. Exactement. Alors, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des motion design, ça peut être des carousels, ça peut être tout un lot de choses aussi. Ça peut être quelqu'un qui vous parle face à une caméra, ou bien ça peut être, enfin voilà, plein de trucs. Et puis du coup, on fait ça à cette étape-là. On fait la même chose sur le site. C'est-à-dire que est-ce que c'est le bouton vert ou le bouton rouge? Est-ce que c'est bonjour ou bien hello qui fonctionne mieux? Je la fais un peu cliché, mais c'est clair. C'est l'A/B testing. On A/B teste le truc. Et voilà. Et on va comme ça. Donc en fait, c'est un... Nous, on est en train de l'expérimenter à l'agence pour nous-mêmes. On essaie de le mettre en place et on se rend compte que c'est un lot de compétences et de compréhension qui est assez intense. Les bons outils aussi. Il y a pas mal d'outils qu'on peut brancher, des outils comme Hotjar, par exemple, qui te permettent d'analyser, de te récupérer des maps de chaleur, etc. sur la landing page. Tout ça, c'est des éléments. Il faut être un peu fou et passionné pour faire ça, je pense. Oui, alors je pense aussi. Je prends des exemples. Nous, on essaie absolument de faire passer le rendez-vous par un rendez-vous visio, par un Calendly ou quelque chose comme ça. Et on se rend compte que c'est pas si simple en Suisse romande Là, je reviens sur les différences France, Suisse, États-Unis. C'est que c'est des choses qu'on nous dit, ouais, ça marche, ça cartonne et tout ça. Puis en fait, chez nous, on se rend compte que les habitudes sont pas du tout les mêmes. Non, du tout. Et on se rend compte que le téléphone ou le rendez-vous physique, c'est encore des choses qui se tiennent vraiment à cœur, quoi. Moi, c'est clairement, d'ailleurs, on en discutait avec Yann, que tu connais. Ouais.
en Suisse, il faut encore serrer des mains et c'est normal en fait. Les relations sont faites comme ça. Je pense que en Alsace, on a aussi ce côté-là où tout est très professionnel, tout est très carré. On veut rencontrer les gens et on fait confiance à la personne. Et pour ça, on lui serre la main. Et quand on lui serre la main, on s'engage vraiment. Et en fait, il y a ce côté où, par exemple, si on va dans le sud de la France, pas du tout la même chose. Beaucoup de régions dans le sud de la France, ça va justement être je signe. Et puis en fait, hop là, le rendez-vous numéro 2, no show, quoi. Donc en fait, Ouais, ça, c'est. Ouais. il y a beaucoup de ça. Donc c'est vrai que je pense que c'est une culture sur laquelle il faut s'adapter. C'est une très bonne culture, moi, je trouve. Parce que du moment où on a loué des liens, en fait, on les garde si on est bon dans notre relation. Mais c'est vrai que du coup, il faut aborder le problème d'une autre façon. C'est faut avoir des commerciaux en physique qui va y serrer les mains. Ouais. Moi, je reste convaincu de ça. Ça m'intéresse justement d'avoir un peu ton point de vue. Ben voilà, toi qui viens d'Alsace, t'étais pas dans le pays, t'es arrivé il y a un peu plus d'un an. Comment, après justement un an et demi, comment ça... Est-ce que pour toi, c'est compliqué l'intégration? Enfin, parce que t'as un business, essaie de le faire tourner. Est-ce que tu arrives justement à créer un peu un réseau? Ou comment ça se passe un petit peu l'accueil dans notre cher canton de Fribourg? Bah, écoute, c'est un bon accueil. J'ai fait des belles rencontres. Ça, c'est très cool. Après, moi, de base, je reste un geek qui aime travailler derrière son écran et gérer des campagnes publicitaires, tu vois. Donc, moi, c'est un peu comme un jeu vidéo pour moi. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup aller rencontrer des gens, faire des rencontres, etc. Mais en fait, c'est pas mon dada. C'est pas, Ouais, je vais ok. pas faire ça de moi-même. Je vais le faire parce que telle personne m'a proposé de rencontrer telle personne. Et là, avec grand plaisir, on crée du lien, etc. Comme avec toi, on est super bien sympathisé, etc. Mais c'est vrai que j'irais pas forcément le faire de moi-même. Je l'ai eu à le faire au départ parce que justement, c'est important, je pense. De un, sinon on se fait chier. Et puis de deux, pour avoir un certain réseau, des gens qui nous recommandent. J'ai pu connaître l'expert comptable, etc. comme ça, etc. Donc c'est important. Et après, ouais, en tout cas, c'est un top pays. Moi, je m'y plais beaucoup. Ça m'a mis beaucoup de pression sur les épaules quand je suis Ok, arrivé. ok. Je suis arrivé en indépendant et puis donc après, j'ai Le changé de côté statut. réussite ou le Le côté, côté, enfin, s'en sortir le ou... côté réussite, faut dire qu'en fait, je dois être un des seuls Français qui n'est pas venu en Suisse parce que il gagnait trop d'argent, mais parce que justement, bon, je pense que ça arrive pour d'autres, mais ma copine en fait, tout simplement, était ici et puis fait ses études ici, etc. Donc ça faisait un bon moment qu'on était ensemble. Et c'est vrai que là, du coup, on s'est dit, bah ok, c'est le moment qu'on s'installe. Moi, j'ai une activité 100% digitale. On s'installe où? Allez, en Suisse. Allons-y. C'est vrai, moi, j'ai pas forcément un compte bancaire bien rempli, etc. J'avais deux, trois éléments, mais rien de spécial. Et puis c'est vrai que là, je me suis arrivé en Suisse, j'ai payé beaucoup de choses. Et je me suis dit, ok, il y C'est pas a un si... grand changement. ouais. C'est soit tu te bouges des fesses, soit tu vas pas tenir ou tu vas devoir te trouver un boulot. Donc là, je me suis vraiment bougé les fesses. Et puis par la suite, apparemment, ça a pas trop mal marché. Et puis développer la société, des clients qui continuent à grandir avec nous. Donc ça, c'est cool. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça, quoi. Ouais. Et ouais, Ouais, t'as quand même osé, encore une fois, faire cette démarche non, mais c'est pas rien, changer de pays, changer... Non, enfin, je veux dire, c'est un grand pas. Et après, comme tu dis, c'est souvent quand on est confronté un peu à la réalité et puis un petit peu dos au mur, pardon. moi, j'adore ça, ça me drive, quoi. C'est Ouais, vraiment un moteur, c'est que je le fais pour moi-même. J'ai eu à vider un compte pour voir qu'il y avait zéro dessus et me dire, allez, je vais appeler des clients pour aller chercher du contrat, quoi. mais Sinon, j'arrive pas. c'est souvent là qu'on... Ouais, non, C'est... mais je vois, ça libère une... Alors, attention, je suis pas en train de conseiller aux gens d'être à zéro. Mais ce que je veux dire aussi, pour aussi l'avoir vécu quelques fois dans ma vie, ça libère une forme de rage ou d'énergie, je ne saurais pas comment l'expliquer, une forme d'énergie rouge qui fait ouais, qu'en fait, il faut juste s'en sortir. Il n'y a pas le Ouais, choix. t'as pas le Il n'y choix. a pas de Et débat. quand t'as pas le Et en choix, fait, quand tout le reste s'efface et puis que ça devient un objectif central, ça fait un peu style machine de guerre, quoi. Mais ouais, mais je vois cet de toute effet-là. façon, l'être humain s'est toujours adapté à toutes les situations qu'il a vécues en soi, sauf quand on est à l'au-delà, mais à part ça, on s'adapte toujours, en fait. Ouais. Toujours. Si demain, t'as une voiture et qui clame, tu vas la réparer et puis tu t'adaptes, quoi. Et puis, Ouais. c'est que ça, donc Ouais, non, chaque fois, clairement. moi, Clairement. c'est pour ça que je sais que j'ai un peu confiance en moi là-dessus où
je me dois de me mettre un couteau sous la gorge chaque fois Ok. pour vraiment Ok. avancer et aller chercher les objectifs que je me fixe. Sinon, j'aime bien. Je suis Ouais, un grand parce que flemmard, tu vois, c'est le quand nom tu es de dans le base. Donc, confort, voilà, c'est du ça. coup, je vois. C'est ça. Ouais, C'est je ça. vois. Et Hyper ça, intéressant. typiquement, j'arrive mieux à travailler sur les projets des clients que sur mon propre projet. Tu vois. On se la donne beaucoup plus sur les projets des clients que sur mon Ouais, propre projet. tu vois, tu soulèves un truc que Et nous, on a enfin plus ou moins solutionné. On avait un réel problème à travailler pour nous. ouais, C'est un truc c'est clair. de fou. Dès qu'on voulait le podcast, dès qu'on voulait faire des landings, dès qu'on bossait pour nous, mais en fait, ça venait on priorisait le client parce que évidemment, on a toujours travaillé pour d'autres personnes. Puis dès que c'était pour nous, il y avait des excuses, il y avait C'est clair. on déplaçait, donc après, quand on a commencé à se considérer comme des clients et puis à dire maintenant Inventaire est un client et puis Inventaire attend des délais à telle date et puis puis que nous aussi on mettait ces dates et on devenait rigide parce qu'au final un objectif sans date c'est rien dans le sens qu'il faut lui mettre une date et un délai et du coup effectivement après ça a changé un peu la vapeur, mais je vois tout à fait ce que tu dis, quoi. Hyper intéressant. T'as eu aussi quand même quelques tests, échecs. C'est clair, ouais. T'as fait quelques expérimentations. Tu pourrais nous en citer peut-être juste une ou deux, ou peut-être aussi que ça t'a appris de tester quand même pas mal de choses. Ouais, globalement, il y a eu, surtout au démarrage, beaucoup de boutiques lancées pour très peu de résultats derrière. J'ai pu quand même m'en sortir avec une boutique que j'ai pu revendre un peu par la suite, etc., qui était bien référencée, etc. Mais l'échec le plus cuisant là, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses, c'est être aligné sur le projet sur lequel on est. Et en fait, c'était sur une agence de personal branding qu'on avait essayé de lancer. Ok. Personal branding vidéo. Ok. On avait pu d'ailleurs collaborer avec certains grands noms, mais en fait, parce qu'on était allé les chercher, etc., qu'on avait fait pas mal de prospection, mais en fait, on n'a pas poussé le truc, ça nous bottait pas plus que ça, on n'améliorait pas les process, tout était dur, on se lève le matin, on kiffe pas forcément, etc. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, mais il faut pas qu'on fasse les choses pour... ok, certes, on est jeune, on veut faire de l'argent, on veut avoir une bonne réussite, on veut une bonne situation financière, on veut sortir un peu de là. Mais la réalité, c'est faut être aligné sur son projet. Et moi, c'est vraiment ça, pour le coup, qui a été un très bon échec, parce que ça nous a coûté beaucoup de billes et en même temps, beaucoup de temps. Et en fait, on le voyait, il y avait quelqu'un qui était un de nos concurrents principaux qu'on regardait beaucoup. Sûrement que lui ne nous regardait même pas. Mais nous, on regardait à chaque fois. Et puis, c'est vrai qu'il était sur Paris, il travaillait avec des grands noms. Et puis, il continuait. Puis nous, on était là. Et puis, on avait du mal à mettre des process. On n'allait pas forcément se déplacer chez des clients pour voir des clients proposer ce genre de solutions, etc. Donc, c'est vrai que ça a été un bel échec. Et puis, par la suite, on s'est vraiment dit, OK, qu'est-ce qui nous botte quels sont les éléments là, on est aujourd'hui le plus avancé dans nos compétences. Et c'est là qu'on s'est regardé avec Valentin, du coup, mon associé, et on s'est dit, bah écoute, moi j'ai toujours fait du media buying, donc de la gestion publicitaire. Également tout le côté tunnel, donc conversion et jusqu'à après conversion, c'est-à-dire traitement CRM, les mails de relance, etc. Ça va bien plus loin en fait que juste de la publicité. Et là, on s'est dit, bah ok, on a une bonne expertise là-dedans, on y va. Et puis on s'est relancé dans cette voie-là, quoi. J'avais une question. Tu compares, t'as cité avant justement, pour moi c'est un peu comme un jeu vidéo. Tu compares justement souvent le business au jeu vidéo. Est-ce que ça t'aide à prendre un peu du recul ou à éviter de prendre à cœur soit les échecs ou les réussites? Enfin, cette comparaison un petit peu à la vie est un jeu vidéo. Alors, bon, en réalité, oui. Après, on reste des humains très émotionnels. Donc, moi, je suis quelqu'un, justement, qui a ce côté émotionnel, qui ressort beaucoup. Mon associé, lui, il a beaucoup moins. Et on sait qu'en fait, les meilleurs entrepreneurs, la plupart du temps, sont un peu des robots. Quand on regarde, ils n'ont pas trop d'émotions. Du moins, ils ont du recul par rapport aux émotions qui sont assez forts. Donc, oui, je dirais que dans ma façon de gérer les choses, ça m'aide beaucoup parce que dans ma tête, je suis en train de construire quelque chose comme je le ferais quand j'étais petit dans un jeu vidéo et puis grandi là-dessus. Donc voilà. Mais en même temps, il y a ce côté émotionnel qui me joue des tours quelquefois, donc Ouais. à contenir en tout cas. Et je pense qu'il faut bien mesurer aussi ce que certains grands entrepreneurs montrent. Bien sûr, non, 100%, on reste des humains. Est-ce qu'ils Voilà, c'est sont clair. réellement derrière un off Non, c'est clair. Des fois, je trouve toujours très intéressant de rencontrer des gens qui sont médiatisés ou ce genre de choses et puis de se rendre compte que c'est pas les mêmes
personne. Alors, des fois, c'est exactement la même personne, mais au millimètre près. Et des fois, c'est pas du tout la même personne entre l'image et la réalité derrière. Non, c'est clair. Mais très intéressant ce que tu disais aussi sur les vidéos personal brand. Moi, je suivais beaucoup Caroline Mignot Ouais, à ouais, l'époque, agence personnelle. Je sais pas ouais, si ça me dit quelque chose. c'est. Ouais. Ouais, ouais. Ça me dit bien quelque chose. Et tu vois, et c'est trop marrant parce que je savais pas que tu avais lancé ça parce que j'ai failli lancer la même chose. Et d'ailleurs, ce matériel a été acheté un petit peu pour ça à la base. Et exactement comme toi, on a fait les premiers tests avec moi, on a fait les premiers tests avec quelqu'un d'autre. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça me hype pas du tout. Et parce que d'un coup, en fait, d'écrire les thématiques, d'essayer de faire semblant que. Enfin, du coup, en fait, j'en suis venu à ce format podcast hyper sincère, hyper Bah, truc, parce que j'avais juste envie d'échanger. Mais le truc un peu phrase montée, hyper bien préparée, puis mettre quelqu'un sur une chaise, et puis. Ouais, mais après, il y en a qui adorent, mais je comprends tout à fait quand t'as pas ce. Ouais, je pense qu'il faut un côté passion. Moi, je l'ai pas forcément sur ce domaine-là, en tout cas. Ouais. Non, j'aime quand ça va vite, j'aime quand il n'y a pas trop d'humains pour me bloquer, j'aime quand je mets quelque chose en place, j'ai les résultats la semaine d'après, parce que bah, c'est ce qu'on a avec de la pub, par exemple. Ouais. On lance de la pub, on a les résultats 4-5 jours après, on analyse, on optimise et ça va vite. Ça va vite, c'est très héroïste en même temps. Puis, C'est quoi ton objectif phare ou ta vision pour Heroescale ou ton ambition générale? Est-ce que c'est de rester petite société hyper agile ou de grandir ou de. bah, pour le moment, le côté société hyper agile, moi, j'aime beaucoup. Ça nous fait travailler avec peu de personnes, des personnes très qualitatives dans ce qu'elles font, et en même temps, nous, de notre côté, ça nous met moins de poids sur les épaules. On n'a pas forcément de salaire à payer tous les mois, etc. Laisse plus de flexibilité. Pareil, eux, en même temps, les personnes avec qui on collabore, nos partenaires, finalement, sont aussi très satisfaits parce qu'en freelance, ils gagnent plus que s'ils étaient salariés dans une boîte. Et en même temps, ils sont tout aussi libres, etc. C'est un peu la même philosophie qu'on a tous. Donc ça nous plaît beaucoup. Et après, à terme, je pense que, en tout cas, moi, c'est mon objectif personnel. J'aimerais bien les compétences aujourd'hui qu'on met en place sur plusieurs entreprises, les intégrer dans peu de boîtes, mais prendre des participations dans ces entreprises-là et vraiment faire de l'equity, en fait, rentrer dedans et développer ça sur 5 à 10 boîtes avec les compétences qu'on a. C'est vraiment comme ça à mon avis, je le vois vraiment, un, comme une passerelle, et en même temps, deux, comme un vrai kiff, parce que pour le coup, on n'a jamais été bon quand on travaillait sur beaucoup de projets à la fois. Ok. Ça nous botte pas, on n'arrive pas à staffer les équipes, à bien manager, etc. On est bon quand on est en petit comité, sur peu de projets. Et d'ailleurs, bah, la plupart des projets sur lesquels on est, c'est une forme d'equity déguisée, mais c'est du fixe et de la performance. Ouais, ok. Sur beaucoup de projets sur lesquels on est, avec de la visibilité, même jusqu'à aller sur compte bancaire du client et ce qui a été encaissé, etc., pour après prendre des commissions qui sont justes. Ouais, ok. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours quelque chose qui nous a beaucoup botté. Mais c'est vrai que l'equity, c'est Ça, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. c'est aussi un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui m'a passionné beaucoup. Pour avoir discuté avec pas mal de monde, c'est vrai que c'est pas si rose que Ah non, clairement. Non, ce non, qu'on on pourrait est d'accord. croire. Le côté, Non, non, c'est d'accord. cool, je prends des parts de société et tout se passe bien parce que euh, euh, souvent, ça se passe pas de cette manière-là, justement. Et en fait, il y a aussi ce truc, c'est que je discutais encore de ça avec un entrepreneur dernièrement où effectivement c'est plus facile à acheter quand tout va mal puis qu'après tu arrives à remonter la barre, puis quand tout va bien, bah, tu es le premier qu'on essaie de sortir du Ah bah c'est bateau. clair, ouais, bien sûr. Donc mais bon, je comprends parce que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que si tu voulais scaler l'entreprise, c'est pas non plus quelque chose que tu fais une fois, puis après que tu laisses tourner, puis que tu regardes plus. Ah non, non, Je du veux tout. dire, Ah non, non, non. c'est quelque chose qui se fait en continu. Donc évidemment, si tu devais, l'autre solution, c'est de dire, bah, ok, on cumule des clients, on les fait grandir, mais du coup, les équipes grandissent aussi et l'équipe qu'il faut mettre autour aussi, quoi. Ouais, bien Et, sûr. Ouais. est-ce que et l'autre chose aussi qui est pas du tout naturelle dans le canton de Fribourg, en Suisse romande, c'est quand tu dis on est freelance et on n'a pas des salaires à payer, tout ça, c'est quelque chose qui est pas super intégré chez nous. Et je trouve intéressant comme modèle de voilà, vous êtes
comment on pourrait appeler ça? Des indépendants qui... Ouais, c'est ça. On se positionne vraiment comme le titre qu'on utilise, c'est partenaire de croissance, d'acquisition client via le digital. C'est vraiment comme ça qu'on se positionne parce que, ce qu'on fait, c'est concrètement diffuser de la publicité, créer un point de contact, derrière aller convertir et qualifier. Donc d'abord qualifier, puis après convertir la personne uniquement si c'est la bonne personne en lui posant des questions, etc. Et ensuite envoyer la passe décisive aux commerciaux. Donc en fait, fondamentalement, on est vraiment là sur un processus d'acquisition client au complet qui, pour moi, mais je suis un peu biaisé, est le meilleur processus d'acquisition qu'on puisse mettre en place. Et donc, ads, uniquement. Ads, moi je parle uniquement d'ads pour le coup, qui est pour moi le meilleur, mais qui ne fonctionne pas tout seul. On a besoin d'organique pour aussi que l'ads fonctionne. Mais tu fais pas où il n'y a pas setting ou ça vous faites. Non, on a des partenaires qui peuvent intervenir là-dessus sur du setting, mais on le fait rarement. Pourquoi? Parce que ça demande de l'humain et moi je le vois un peu comme ça, d'un point de vue chef d'entreprise, l'humain égale problème. Donc c'est vrai que il y a Yann justement qui met des automatisations IA que j'aime beaucoup. Mais oui, pour le coup, le setting reste un endroit important, donc forcément qu'on se doit de le faire. Sur quelques clients, encore une fois, alors peut-être je vais juste expliquer aussi parce qu'encore une fois, on utilise des termes qui sont peut-être pas clairs pour tout le monde. Donc, il y a deux voies principales. Il y a la voie organique, ce qu'on appelle, c'est tout ce qu'on va faire organiquement, je ne sais pas comment dire ça, qu'on va faire. Contenu gratuit sur contenu, YouTube. Voilà. Vous mettez du contenu sur votre chaîne YouTube. Ce podcast est un contenu organique, il est gratuit, vous le consommez, etc. Ensuite, le setting qui est lié, par exemple, alors moi je le fais pas encore, mais parce que je vais y revenir pourquoi. Le setting est lié au fait que vous venez commenter le futur post qu'on créera toi et moi. Moi, je reçois l'information que vous êtes venu liker notre post et du coup, je vous écris un message privé derrière pour vous dire hello, j'espère que tu as apprécié ton contenu. J'ai vu ton site internet, etc. Et du coup, en fait, on rentre en relation avec la personne. Exactement. Pour voir si elle serait intéressée à potentiellement collaborer ou ce genre de choses. Alors, tu as le setting, comme tu dis, écrit. Ouais. Puis tu as aussi le setting qui est en fait un peu le setter qui est un peu un commercial déguisé ou un SDR qui lui intervient plus. Et nous, c'est plutôt comme ça qu'on fait le setting. C'est plus... Il s'est inscrit, par exemple, sur une landing page à recevoir une estimation ou quelque chose comme ça. Et puis, en fait, on va mettre quelqu'un qui va être formé là-dessus, sur cette thématique-là, pour le rappeler et créer le point de contact. Ouais, ok. Enfin, en fait, c'est simple. C'est créer désengorger le commercial. Ouais. Pour planifier le rendez-vous du commercial dans X temps. Pour que le commercial, il se focus sur sa zone de génie, qui est d'aller serrer des mains en physique, en fait. Et là, ça se base sur encore une fois, des stratégies qui sont connues et avérées depuis des décennies, mais sur le fait de, en théorie, quand vous avez cliqué sur quelque chose, c'est que vous y êtes intéressé à ce moment X, que le plus tôt vous êtes contacté juste pour prendre rendez-vous ou pour planifier quelque chose, mieux c'est. Donc, on ne laisse pas forcément passer 48 heures avant de vous contacter. Même si c'est pour vous planifier après une offre ou un autre rendez-vous dans X semaines, c'est pas grave, mais du coup, c'est de vous contacter rapidement après le... Ah ouais, c'est clair, cet axe de rapidité, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un client qui y arrive et un client qui n'y arrive pas. Mais tu vois, par exemple, moi, c'est un sujet que je suis en train d'aborder, qu'on va intégrer, mais c'est pas naturel. Dans les mentalités, encore une fois, suisses, de recontacter tout de suite, de jeter un peu dessus. Pas trop déranger, il faut pas trop déranger, faut pas trop demander quelque chose à quelqu'un qui t'a rien demandé. Il y a un peu ce truc-là, je comprends. Alors attention, à chaque fois, la personne a fait la demande quand même. Ouais. Mais c'est sûr que, en fait, le truc, c'est que, c'est ce qu'on dit à tous nos clients, c'est qu'en fait, si la personne a fait la demande à 18h, mais qu'en fait, elle a reçu un message WhatsApp à 18h15 ou alors il y a 18h25, elle doit aller chercher sa fille à la crèche, par exemple. En fait, à 18h30, tu l'as perdu. Et en fait, le lendemain, elle va peut-être s'inscrire à une autre publicité d'un concurrent à toi. Donc, en fait, le lendemain matin, elle ne saura pas qui c'est qui va la rappeler, si c'est toi, si c'est ton concurrent ou autre. Et donc, en fait, on rentre dans un jeu où beaucoup en publicité, quand on fait surtout de la publicité sur Meta, donc Facebook Ads, Instagram Ads, on touche quand même dans beaucoup des cas, une audience froide qui a certes un besoin, mais qui ne connaît pas forcément la société et qui n'a pas forcément généré beaucoup de points de contact. Elle n'a pas consommé vos contenus, du coup, qui n'est pas non plus hyper qualifiée. Exactement. Alors, elle est qualifiée sur le principe qu'elle a un besoin, oui, mais elle n'est pas forcément qualifiée sur le principe qu'elle connaît l'entreprise, etc., qu'elle sait que ça a une bonne valeur, etc. Donc ça, c'est le rôle de la landing page, justement, de bien développer tout ça et de faire en sorte que
on crée de la confiance et de la proximité avec le prospect pour rester dans sa tête. Mhm. Ça, c'est vraiment le côté le plus important. Et puis, du coup, nous, c'est pour ça qu'on utilise notamment tout ce qui est formulaire méta, etc. On s'est laissé à bannir. C'est des choses qu'on n'utilise pas du tout. Parce qu'en fait, on a beaucoup posé 3 questions dans un formulaire. La personne, elle ne sait pas qui c'est qui la rappelle, pour quand, pourquoi. Et on a juste l'impression de passer pour « Oh non, encore un », quoi. C'est un monde, je trouve, que je connaissais, que j'ai vraiment redécouvert c'est un univers incroyable. Parce que quand tu mélanges après stratégie, moi je suis pas trop fan non plus des stratégies trop bourrines, trop Non, rentre dedans. non, c'est clair. Même si statistiquement, je sais que des fois que les boutons jaunes qui flottent comme ça marche mieux que. On n'a jamais fait ça, hein, qu'on soit d'accord. Non, mais là, je vais dans l'exagération, mais c'est. Les Américains, ils peuvent t'apprendre mais tu vois, des mais choses justement, comme ça. d'où ça vient. Et c'est un peu comme le personal brand, au final, c'est. Je prends toujours cet exemple-là, c'est que ça vient. Enfin, ces nouvelles méthodes aujourd'hui qui sont. Donc, oui, non, moi, j'ai vu tes sites, c'est très clean, c'est très propre, c'est très qualitatif. Hein, je ne faisais pas un comparatif pour ça. Mais comme le personal brand vient aussi, par exemple, de l'époque des influenceurs. Vient des Nabila, etc. Et du coup, l'étiquette qui a été mise autant aujourd'hui au personal brand, moi, j'aime pas trop qu'on me dise influenceur. C'est pas du tout ce que je fais. C'est pas Je suis un ça. Et entrepreneur en plus, c'est qui pas ça. partage Ouais, tu vois. clair. Mais comme le marketing, tunnel de vente, ce genre de choses, on aime bien aussi utiliser des mots un peu pour Ouais, bien sûr. bien enrober. Aujourd'hui, c'est vrai que ça évolue vers, pour moi, un vrai art et des vraies stratégies qui sont importantes d'intégrer dans les PME. Et je tiens à dire que, de mon point de vue, je pense plus de 80% des PME sont en retard sur ces sujets-là. Ouais, voire 90. Ouais, Ou 90, voire 90, effectivement. Et que effectivement, c'est vraiment des axes qui peuvent changer la donne si le processus il est vraiment bien ficelé de A à Z. C'est pour ça que je conseille aussi toujours à mes clients de faire communiquer marketing et vente et c'est super important. Ouais, mais pourtant les deux sont jamais d'accord. Exactement. Et deux, ça, c'est des trucs, des fois, c'est un sujet sur lequel je me bagarre un peu des fois. Alors moi, je suis mon propre commercial, on va dire, donc voilà, ça, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on rentre dans des groupes un peu plus importants, puis qu'effectivement, il y a cette logique depuis des centaines d'années d'avoir fait un département RH, un département marketing, un département vente, et ils ne parlent pas ensemble. Et tu dis, mais comment vous voulez faire un processus qui fonctionne, qui soit fluide, si vous ramenez du lead et puis que derrière, vous ne savez même pas comment ils vont être traités? Nous, on prend vraiment le processus à l'inverse. En fait, on parle aux commerciaux, on regarde d'abord comment est-ce qu'ils procèdent. Du coup, c'est l'affinage, en fait, il se fait sur la compréhension business du client. Et il se fait pas sur les compétences marketing qu'on a à la base, mais plus déjà de bien comprendre son business, son offre, son client type, comment est-ce que ces commerciaux fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font dans leur processus commercial, qu'est-ce qui marche aussi avec les clients, avec eux, quelles sont les objections qui se prennent, etc. Et en fait, nous, une fois qu'on a plus on a d'informations là-dessus, mieux on a compris le projet. Plus, justement, sur le département marketing, on va arriver à justement déjà mettre en place des filtres pour aller, le fait des objections, on aura toujours, on pourra pas combattre toutes les objections, etc. Mais d'aller rassurer peut-être à des moments précis le prospect pour que justement, quand il arrive à la vente, il se dise, ok, il ne sort pas l'objection, en fait, tout simplement. Donc, les taux de vente des commerciaux augmentent, et en plus de ça, on leur génère du volume. Donc ça fait qu'on a des commerciaux qui sont plus performants. Mais c'est clair que je trouve intéressant que tu partes de l'inverse. Ouais, je pense, en fait, c'est marrant parce que c'est le même conseil que je donne à mes clients quand on fait de la stratégie. C'est dire, au fait, c'est quoi la vision future que vous voulez, enfin, c'est quoi l'objectif final? Ok, on revient en arrière. Et dans le sens, ok, maintenant, on va mettre l'escalier pour arriver à cette... Ouais, intéressant. Et le fait que... Et il y a notamment, sur le marché, il y a beaucoup d'agences d'acquisition. Il y en a beaucoup qui faire une landing page rapide. J'ai compris ton client type, youhou. Ok, mais ça marchera jamais. Et c'est pour ça que ça marche pas. Si on n'a pas cette compréhension de qui on parle, de l'offre, de pourquoi est-ce que ça vend et quelles sont les différenciations du client, on n'arrive pas à faire des choses solides, en fait. Et ça change tout. Tu dis que ce sont aussi les clients qui font ta réussite. Qu'est-ce que c'est un... j'aime pas trop dire ça comme ça, mais qu'est-ce que c'est un bon client, pour toi? Un bon client, en fait, c'est assez simple. Nous, on le voit tout de suite. C'est un client qui
il y a très peu, si tu regardes, il y a très peu de petites PME qui arrivent très bien en publicité. Ouais. Pourquoi? Parce que, donc c'est mon avis personnel, mais parce qu'elles sont pas extrêmement fortes en vente. C'est peut-être parce que le marketing de base, il donne pas forcément confiance, parce que l'offre, elle est pas forcément retravaillée comme il fallait, et cetera. Donc en fait, il y a plusieurs résultantes à ta question qui sont: 1, avoir une offre solide et en béton. 2, avoir beaucoup d'éléments de confiance. Et en fait, si on regarde un peu le tout, c'est vraiment des fondations, en fait, ce que je dis là. C'est une offre en béton, des éléments de confiance, beaucoup d'avis clients, et puis c'est surtout des commerciaux qui sont prêts à s'adapter et qui sont prêts à rappeler plus rapidement, peut-être, à s'adapter au fait que le prospect soit peut-être un peu plus froid, et surtout à s'adapter sur le fait que son métier va un peu changer. Et ça, c'est le plus compliqué, en fait. C'est-à-dire qu'un bon client pour nous, c'est un client qui va y arriver. On sait d'avance, en fait, s'il va y arriver ou pas, parce Ouais. qu'on sait d'avance, et s'il nous dit, en fonction de ce qu'il nous dit sur ses processus commerciaux, s'il va y arriver en pub ou pas. Ouais. Et s'il n'est pas prêt à s'adapter, on n'y va même pas, parce que ça sert à rien, on n'aura pas de résultat. Tu vois, le côté, par exemple, de l'offre béton, qui est évidemment une évidence, dite comme ça. Mais nous-mêmes, on est confrontés à un truc, je prends juste notre exemple, on est donc du service et on est du service sur mesure. Alors, on se bat depuis 1 an et demi pour packager nos offres, tout en ayant cet ADN qu'au final, chaque projet est différent, et je trouve Alors, des fois, franchement, j'aimerais bien des fois revenir en arrière et dire, OK, moi, je vous vends cette pomme, elle coûte ce prix, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident moi, je pense que je reviens à cette mentalité suisse romande et tout ça, c'est packager son offre, ça veut aussi dire la rendre un peu sexy, ça veut aussi dire la rendre un peu attrayante, ça veut aussi, on entend toujours offre irrésistible et tout ça, alors après on met les mots, les mots qu'on veut dessus, mais c'est quand même une offre entre guillemets qui est OK, ça prend combien de temps, ça coûte combien, il y a quoi dedans, j'ai accès à quoi, ce sera quoi ma transformation, c'est quoi mon résultat à la fin, c'est quoi que je gagne, c'est quoi que je... Voilà. Et puis en soi, il n'y a pas besoin d'avoir des offres avec plein de garanties. En fait, ça, c'est ce que tout le monde veut te vendre, parce que ceux qui vendent ces promesses-là sont leurs clients type à eux, c'est le bas de marché qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Voilà, ouais, et exact. du coup, donc en fait, c'est un peu moche, mais on leur dit, bah, mettez plein de garanties, faites plein de trucs comme ça. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu mets plein de garanties à un client, il va se dire, ah, super, je prends pas de risque, et puis il va pas du tout être impliqué dans la relation. Et puis derrière, il va partir parce qu'il va se dire, ah oui, mais il n'a pas respecté ses garanties. Et puis en plus, il va partir en étant déçu. Mais non, mais je pense que c'est pas ce côté, c'est plus ce côté confiance. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence aujourd'hui. Et on le voit, si tu as travaillé avec des grands noms, etc., quand tu arrives, que tu poses ton pitch, ça pèse. Et tu as beau avoir un pricing qui est plus élevé qu'une plus petite agence, bah, en fait, tu vas potentiellement pouvoir passer parce que tu as travaillé avec des plus gros clients, tu as des témoignages, des avis. Et ça pèse plus pour moi que juste des garanties. La garantie, pour moi, elle est... Ouais, et aussi, je pense que le pricing, des fois, on a aussi une croyance qu'il faut toujours diminuer les question de valeur prix, perçue, mais en fait, c'est clair. pas forcément. Non, Je pense que si tu es bien aligné à comment tu calcules tes tarifications, puis que tu es prêt à justifier, et puis qu'au final, tu sais que ton travail, il vaut tant. Enfin voilà, moi nous c'est vrai qu'on est dans le done for you, dans le sens que ben voilà, on fait pour les gens, c'est on clair. est garant d'un résultat physique, on va dire tangible. Quand je rencontre des gens qui sont en done with you, donc plutôt du côté coaching, accompagnement et tout ça, des fois je réfléchis au coût, au prix qu'ils mettent sur des fois une matinée de coaching ou une journée. Et moi au début je trouvais ça un truc de fou. Je disais mais comment on peut facturer une journée 5, 10 pour du conseil. Et en fait, alors pas ce type de... Mais pour avoir quand même suivi d'un coup 2-3 personnes vraiment, en fait, ouais, tu ressors avec d'un coup quelques déclics, quelques phrases qui, en fait, tu as accéléré ton business x10 parce qu'en fait, le mec en face de toi, il est conscient C'est clair. de la qualité de son service et de la qualité de ce qu'il est capable de délivrer. Alors, pas tout le temps, faut encore toujours bien trier, mais voilà, c'était juste pour dire ça. Je suis d'accord avec toi. Il faut pas toujours descendre les prix. Il faut être juste. Non, moi je pense qu'au contraire, faut tendre à aller
augmenter les prix, mais si on augmente les prix, on augmente la valeur qu'il y a avec. Ouais. Moi, je pense que c'est qu'une question, le prix pour moi, c'est une question de valeur perçue. Si demain, tu es au milieu du désert avec une voiture qui a un pneu crevé, tu vas être prêt à payer 10 000 francs pour changer ton pneu, parce que sinon, tu rentreras pas chez toi. J'ai la même Donc, en histoire fait, avec la bouteille d'eau dans voilà, le ou la désert. bouteille d'eau, ouais, c'est vrai que là, je viens de l'inventer, mais c'est le même Ouais. truc, en fait. C'est qu'une question de problème et valeur perçue. En même temps, dans l'accompagnement, comme tu disais, il y a des personnes comme Max Piccinini, par exemple, qui vendent des accompagnements, comme tu disais. Ben oui, mais enfin, si la personne, elle arrive, si tu es malheureux dans ta vie et puis que tu n'arrives pas à trouver un sens, et qu'en fait, cette personne-là, avec un accompagnement, peut-être sur 2 mois, 3 mois, elle t'arrive à sortir de tout ça, bah, est-ce que ça vaut pas 20 ou 30 000 balles? Ça dépend juste de chaque personne, en fait, je pense. Ouais, clairement. Je pense qu'il y a des personnes forcément qui pourront jamais mettre ce prix-là, et c'est OK, il n'y a pas de mal à ça. Et il y en a d'autres, au contraire, ce sera rien pour eux. Ouais, je pense que c'est une question de valeur perçue, je pense. Ouais, très clair. Pour quelqu'un qui nous écoute, qui dirigerait une PME traditionnelle, il connaît ses services, il connaît son produit, il sait ce qu'il vend. Voilà. En combien de temps on met en place un système d'acquisition? Quand on dit acquisition, c'est donc pour attirer des clients vers une entreprise. En combien de temps on met en place un système comme vous proposez chez HeroScale? Je dirais un bon mois avec une bonne semaine, une bonne première semaine de compréhension de ce que le client fait. Ouais. Un bon mois, bah, ça dépend. On a des clients qu'on a Quand lancés en express, mais T'accompagnes sur tous les axes, quoi. Enfin, quand on dit tous les axes, ouais, c'est principalement sur ce côté pub, en fait, à la fin. Mais pour faire correctement ce côté pub, il faut qu'on comprenne tout le business du client. Quelles sont ces différentes offres, ou l'offre en tout cas qui veut. Quel est le 20-80 de comme ces offres qui ouais. génèrent le plus de volume, pour être sûr qu'il aille aussi sur la bonne offre, parce que pareil, s'il fait de la pub sur une offre qui est pas forcément la bonne, juste parce qu'il a un objet brillant, bah en fait ça faut qu'on le détecte aussi, sinon on va envoyer tout un tunnel de vente, faire plein de choses sur le client, et puis derrière, avec le client, pardon, et puis derrière il va se rendre compte au bout de 2 mois qu'il faut faut tout changer, et puis que Ouais, ça peut être fatigant, y a tout ça. c'est super fatigant. Ouais. Donc en fait, nous on prend vraiment le temps, première semaine, de bien comprendre le client et de bien comprendre son client type. Ça, c'est vraiment les 2 phases. Et puis même une troisième, c'est bien comprendre son marché. C'est quel est le message aujourd'hui et la sophistication du marché. Premier niveau de sophistication, OK, je vends une pomme, par exemple. Deuxième niveau, là, il y a un peu plus de concurrents. Je vends une pomme, je vous garantis qu'elle est bonne, par exemple. Troisième niveau, OK, bah là, c'est un marché un peu plus concurrentiel. Et puis là, on se dit, bah OK, là, on va rajouter un mécanisme un peu différenciant, qu'on appelle mécanisme unique, qui va se dire, bah OK, c'est une pomme qui vient du verger sans OGM, etc., qui a grandi avec les montagnes suisses à côté, le grand soleil, et puis qui vous apporte qui vous permettra d'être rassasié, par exemple. Puis là, du coup, on va avoir une promesse un peu plus différente, un axe différenciant. Et puis après, on rentre petit à petit dans le 4e niveau, qui est le niveau c'est vraiment ce côté où là, on retrouve en fait de l'humain. C'est-à-dire que plus le marché commence à être concurrentiel, le marché du client est concurrentiel, plus on va humaniser les promesses. On va rentrer sur de la transparence, en fait. Et à l'inverse, après, il y a le 5e niveau qui est là, OK, bah, comme le niveau par exemple, si on parle des cigarettes, on sait qu'il n'y a plus rien qui pourra aider quasiment, ou alors ceux qui sortent, on a l'impression de les voir que c'est des escrocs. Donc en fait, là derrière, c'est ou l'univers du parfum, par exemple, où là, c'est vraiment humanisé et utiliser du coup des canaux comme l'influence pour créer des tiers de confiance. Là, du coup, là, c'est complètement différent. Mais là, souvent, la plupart des cas, les clients se trouvent dans les phases 2, 3, voire 4, en fonction. Et puis ça, il faut l'analyser, il faut regarder les messages qui sont postés. Et c'est vraiment ça qui te permet de dire telle promesse va fonctionner ou a plus de chances, en tout cas, de fonctionner, parce qu'on reste... c'est le marché qui a raison à la fin. Ça résonne parce que c'est data is queen, quoi. Dans le sens, mais c'est ça. De toute façon, c'est analyser les données et regarder ce qui... Ouais, c'est clair. Prenez du recul, de la hauteur sur ce que vous faites, analysez les données et regardez ce qui marche, quoi. Ouais, c'est clair. On est déjà à la fin. Ça passait extrêmement vite du podcast. Déjà, je te remercie infiniment. Je termine toujours par une question qui me tient à cœur, et surtout qui tient à cœur à de mes invités. C'est justement si toi, tu avais un message à passer aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, quelque chose vraiment qui te tient à cœur, quelque chose que tu aimerais transmettre, ce serait lequel? C'est une bonne question. Non, je pense que
Faire ce qu'on aime, tester. Et puis, Suivre son instinct. Suivre son instinct. Ouais, c'est vrai que je l'avais mis ça là-dedans. Ouais, franchement, je pense que c'est la plus grosse force qu'on puisse avoir, en fait, c'est de suivre son instinct. C'est toujours comme ça que j'ai. J'adore parce que je discutais ce matin avec quelqu'un qui me disait qu'il fallait suivre ses tripes et on a chacun des mots différents pour parler de l'instinct et tout ça, mais c'est... Ouais, c'est pareil. Ok. Et puis après, je dirais travailler avec Maxime, l'agence inventaire, elle est parfaite. Et puis, ça, c'est très sympa. Et puis voilà. Bah écoute, merci beaucoup, merci pour ton temps et merci d'être venu aujourd'hui et puis du coup, à bientôt. Merci Maxime, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao!